Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Aïpo. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, la situation politique en Côte d'Ivoire est tellement tendue qu'il faille trouver un moment pour réfléchir, un moment pour analyser, un moment pour comprendre ce qui se passe en réalité. Alors, je me suis dit, 2 vidéos me permettront d'analyser un peu la situation. Malheureusement, comme d'habitude, je ne suis pas préparé, je ne suis pas bien préparé, donc je n'ai pas eu le temps de retrouver la vidéo de M. Alassane Ouattara où il racontait qu'il préfère rester au pouvoir et mourir plutôt que de se retrouver en prison. Je vais expliquer toutes ces choses, mais la deuxième vidéo, je l'ai sauvegardée sur ma page. C'est la vidéo donc de ce monsieur qui est procureur de la République adjoint. Et il a dit un certain nombre de choses. Pourquoi il a emprisonné Pulchéri Balé, etc., etc. On va l'écouter et puis on va aussi l'analyser. Mais avant tout propos, je voudrais répondre à la question de la belle dame qui est du Nord, mais qui est un peu inquiète de la nature du débat politique en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, je vous dis en général, venez sur ma page. Parce que si vous regardez toutes les pages, vous serez confus. Vous serez confondus. Tout sera touffu dans votre esprit. Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe en réalité. Je dis, et je l'ai souvent répété, combattre Alassane Ouattara, ce n'est pas combattre le nord du pays. Combattre Alassane Ouattara, ce n'est pas combattre les étrangers. C'est Ouattara qui nous a mis dans ce piège-là. C'est Ouattara qui s'est présenté comme étant le représentant du Nord et le représentant des étrangers. Si bien que il vous suffit de dire Ouattara s'est trompé là pour que tous les gens du Nord sortent pour vous agresser. Pourquoi tu dis que Ouattara s'est trompé? Tu es haineux, tu es un malheureux, tu es un lâche. Viens au pays. On va voir si tu peux dire ce que tu dis là. Pour que tous les étrangers, les Guinéens, les Maliens, des gens qui, en réalité, bon, je les comprends, ce n'est pas véritablement leur faute. C'est leur faute à moitié parce que nous sommes à l'ère d'Internet. Ils peuvent s'informer. Il y a Facebook. Il suffit de se connecter aux pages des Ivoiriens. Ils comprendront les débats. Mais pour la plupart, ils vivent de ce qu'on leur a dit, de ce qu'on leur a enseigné. Donc, il suffit que tu dises Ouattara dégage, ce sont les étrangers qui viennent et qui disent mais pourquoi tu dis ça, tu es haineux. Donc, voilà le débat dans lequel nous avons été pendant pratiquement 20 ans ou 30 ans même depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara dans le paysage politique en Côte d'Ivoire. Si bien que, après les événements tristes, critiques et chaotiques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui en ont eu marre pour dire mais pourquoi vous invitez dans le débat politique chaque fois que nous on critique Ouattara. Quand on critique Ouattara, on ne vous critique pas. Quand on critique Ouattara, c'est pas, on ne vous insulte pas. Pourquoi donc c'est comme cela que par signe de fatigue, vous voyez quand quelqu'un est fatigué, moi en général je suis comme ça. En général je suis courtois. En général je suis sympa. En général je suis patient. Mais lorsque je suis fatigué et que des gens continuent de me mettre la pression, alors là je me lâche. Et je commence à dire un certain nombre de choses. Et je pense que c'est par accumulation, par fatigue. Les Ivoiriens étant lessivés, c'est pourquoi ils sont en arrivée à dire aux gens du Nord, mais vous les Djoula là, vous nous fatiguez pourquoi? Si tu vois un Ivoirien dire ça, c'est un signe de fatigue.
Et ça, il faut le garder aujourd'hui en mémoire. Si vous voyez un Ivoirien dire, bon, vous les étrangers, même entrez chez vous, c'est un signe de fatigue. Sinon, l'Ivoirien qui est normal, l'Ivoirien qui a bien mangé, qui n'a pas de problème, il n'y a pas guerre, il n'y a pas traumatisme, il n'y a pas menace, il n'y a rien. Mais l'Ivoirien, il aime manger avec les étrangers. J'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, il y a des djoulabougou. Quand est-ce que ça posait problème qu'il y ait des djoulabougou? J'ai dit, nos parents ont été mariés à des femmes burkinabées, à des femmes maliennes. Donc ce débat-là est entré dans la politique et voici le résultat. On a l'impression que certains peuples n'aiment pas d'autres peuples. Voilà où on en est. Donc, c'est vrai qu'il y a des djoulas dans notre mouvement politique. Bon, djoula même, c'est une exagération, bon, c'est une façon de parler. Mais, pour faire court et pour prendre des raccourcis, je vais dire qu'il y a des djoulas qui sont FPI, qui soutiennent le président Laurent Gbagbo et qui l'aiment. Et je comprends que ces djoulas-là soient frustrés des fois par le discours de leurs camarades. Pour dire, ah, mais on est pro-Gbagbo, nous deux, et puis voilà ce que tu dis sur les djoulas. C'est pourquoi je dis à mes camarades pro-Gbagbo, faites attention à votre discours. C'est très important. Faites attention à votre discours. Oui, ceux qu'on a en face, la plupart, ils ont des comportements bizarres. Mais nous sommes allés à l'école du président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes allés à l'école du discours pédagogique, du discours rassembleur. Nous sommes allés à cette école-là. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège du discours d'Alassane Ouattara, qui est un discours guerrier, qui est un discours revanchard, qui est un discours haineux. Au pays, en Côte d'Ivoire, il y a un seul politicien qui a un discours haineux, il s'appelle Alassane Ouattara. Et de par son discours haineux, la Côte d'Ivoire a connu des choses qu'on n'avait pas connues, même sous Houphouët-Boigny. C'est de par le discours haineux d'Alassane Ouattara qu'on a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Personne n'a chiffré cette rébellion. On parle de 2010. On parle de 3000 morts. D'accord. Mais qui a chiffré la rébellion de 2002? C'était combien de morts? On ne sait pas. Donc, voilà un peu la situation actuelle. Moi, je suis contre les critiques systématiques contre les gens du Nord. Je pense qu'il y a des manières de parler, il y a des façons d'apprivoiser le débat, il y a des façons d'appréhender le débat et pour ne pas faire des frustrés. Et c'est pourquoi il y a un monsieur qui est sur les réseaux sociaux, qui se réclame être pro-Gbagbo désormais, qui a dit des choses à l'endroit des gens du Nord et des étrangers. Je me suis érigé contre ses propos. Mais quand je l'ai fait, ce sont mes propres camarades pro-Gbagbo qui ont dit c'est pas le moment. Faut le laisser, il est pro-Gbagbo, il dit ces choses-là, c'est important. Je dis non. Non. Dire que on va tuer, on va faire ceci, on va... Non. Je n'ose même pas répéter ces propos parce que je trouve que ce sont des propos très déplacés. Ceci dit, la majorité de ceux qui nous posent des problèmes aujourd'hui, effectivement, sont du Nord. Mais ça, madame qui a écrit, qui a posé la question, ça, j'en appelle à votre honnêteté. Adressez-vous à vos parents. Dites-leur qu'ils sont en train de suivre la mauvaise voie. La voie qu'ils ont empruntée là. Ils vont brûler le pays. Donc, quand je dis que ce n'est pas fatigue, les signes de fatigue sur l'homme, l'être humain, quand il est fatigué, il y a des traits. Tu vois, il y a ce qu'on appelle, voilà, il y a des phares, c'est ça. C'est ce que les autres Ivoiriens de Divo, de Yamoussoukro, c'est ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Vous les voyez, vous savez qu'ils sont fatigués de la situation. Et quand tu es fatigué comme ça, tu n'as plus de patience.
Donc vous, on vous envoie en mission. Vous, nos frères du Nord, qui avez compris. Vous qui avez compris et vous qui continuez de soutenir le président Laurent Gbagbo. Parce que désormais, nous sommes tous situés. Nous devrions être tous situés. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le mauvais dans cette histoire. Vous savez désormais. On n'a pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez que le président Laurent Gbagbo n'est pas le mauvais dans cette histoire. Ils l'ont attaqué en 2002. Sous prétexte qu'il serait xénophobe. Sous prétexte qu'il tuait des gens du Nord, etc., etc. N'est-ce pas? Aujourd'hui, là, qui fait des dégâts en Côte d'Ivoire? Qui est prêt? Qui a croisé les bras et regarde le peuple s'entre-déchirer pour pouvoir faire un troisième mandat? Qui emprisonne les Ivoiriens parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le troisième mandat? Qui fait ça? Ce n'est plus Laurent Gbagbo. Voilà. Qui combat les nordistes en réalité? De la façon dont Ouattara combat Soro Guillaume et tout son groupe et toute sa famille politique et tout son village et tous les nordistes qui ont accepté de le suivre. Est-ce que Laurent Gbagbo a fait ça? Laurent Gbagbo le haineux? Laurent Gbagbo le xénophobe? Laurent Gbagbo le tribaliste? Laurent Gbagbo a fait ça? Emprisonner tous les camarades de Ouattara? Emprisonner tous les camarades de Soro Guillaume? Jamais de la vie. Pourtant, il en avait la possibilité. Il en avait la possibilité. Laurent Gbagbo était président en 2000. En 2000, là, il pouvait régler tous ses comptes. Ah, toi, Ouattara, là, tu es en exil. Reste en exil. Tu vas rester là-bas parce que tu es un mauvais grain. Non. Au lieu de ça, Laurent Gbagbo a dit, viens. Tu veux combien d'argent? 8 millions de francs CFA? Voilà ton salaire. Ouattara recevait 8 millions de francs CFA par mois. Parce qu'il était ancien premier ministre. Henri Konan Bédié et sa femme, les deux, cumulaient 36 millions de francs CFA par mois. Je ne parle pas par an, je ne dis pas par an. Je dis que chaque mois, chaque 30 jours, ils recevaient 36 millions de francs CFA de la part du gouvernement du président Laurent Gbagbo. De la présidence du président Laurent Gbagbo. Il les a appelés. Il a même organisé, comme il dit, asseyons-nous et discutons, il les a appelés. Venez, dites tout ce que vous avez sur votre cœur. Alassane Ouattara est venu. C'est là-bas qu'il a présenté sa pièce. Il dit, les gens disent que je ne suis pas ivoirien, mais voilà ma pièce d'identité. Voilà. Donc, vous voyez, non? Laurent Gbagbo, il n'est pas le mauvais. Mais même quand ils l'ont attaqué en 2002, Laurent Gbagbo avait les moyens de dire, ok, Soro Guillaume, tu es à Abidjan, non? On va te prendre. Ou bien on va te faire empoisonner. On va te faire arrêter. On pouvait faire tout ça. Mais il n'y a jamais songé. Moi, je n'ai jamais même vu Gbagbo réfléchir même à arrêter Ouattao, Fofié et tous les chefs de guerre. Il n'a jamais même songé, c'est-à-dire réfléchi une seule seconde pour dire je vais faire arrêter Ouattara, je vais faire arrêter sa femme. Je dis il en a, puisque Ouattara, quand il était premier ministre, a fait bastonner le président Laurent Gbagbo. Il a fait arrêter le président Laurent Gbagbo. Il a fait chicoter Simone. Il a fait chicoter Michel. Donc, Laurent Gbagbo pouvait dire ah, j'ai ma revanche. Et je vous dis, parmi tous les Ivoiriens là, ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'il n'y en a pas plus de 10 qui auraient fait ce que Laurent Gbagbo a fait. 10 même, c'est beaucoup. Je pense que Laurent Gbagbo est le seul qui a fait ce qu'il a fait là. Pardonner, regrouper, rassembler, aller à Accra, à Marcoussis, amnistier, tout ce qu'il a fait là, pour que le pays revienne comme dans la période d'antan. Mais malgré tout ça là, ils ont eu sa peau. Malgré tout ça là, c'est Dieu seul. Parce que quand tu fais de bonnes choses, tout le monde peut abandonner. Hein? Tout le monde peut t'abandonner. Hein?
mais Dieu ne va pas t'abandonner. Si Laurent Gbagbo est vivant aujourd'hui, moi je dis, c'est seulement grâce à ses bienfaits. C'est ça qui l'a protégé. C'est pourquoi moi-même, là, autour de moi, je continue de faire du bien. Même si je suis combattu, même si je suis insulté, même si je suis calomnié, je dis, moi, mon salaire ne vient pas des hommes. Les hommes ne vont jamais payer mon salaire. Même le travail que je fais ici depuis 2013, j'ai eu des insultes, j'ai divorcé, j'ai été malade, j'ai été très malade, j'ai été à côté de la mort, j'ai été appauvri, je n'avais plus rien, je ne mangeais pas, je ne pouvais pas me soigner, je marchais matin, midi et soir, je souffrais, mais je faisais mes vidéos. Je continuais mes recherches, je combattais Ouattara. J'ai combattu le premier mandat, j'ai combattu le deuxième mandat sur mes réseaux sociaux. J'ai perdu des amis. Dans ma famille, il y a eu des problèmes. J'ai eu plein de choses. Mais j'ai accepté, j'ai tenu, j'ai dit, je suis dans le bon combat. Aujourd'hui, des gens ont compris. Les gens qui, en 2013, me disaient, Yves, laisse la politique aux politiciens. Et puis, la politique, tu sais, elle est subtile. C'est vrai, tu as l'impression que Gbagbo, mais il faut bien réfléchir. Actuellement, c'est Ouattara qui est là. Il faut respecter les institutions. Il faut faire ceci. Je leur ai dit, je combats un ennemi qui n'aime pas le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a combien de gens dans les rues? Ils sont dans toutes les rues, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ils ont compris finalement ce que je disais en 2013. C'est que, pas moi seulement, beaucoup d'autres camarades. Nous avons combattu Alassane Ouattara de la façon la plus viscérale. Parce que nous savions qu'il allait nous mener vers le précipice. Il allait nous mener vers une autre crise. Il allait nous mener vers une autre guerre. Changer la constitution. Ne pas respecter les gens. Emprisonner les gens en montrant aux gens que lui, il veut faire l'émergence. Mais fais ton émergence, mon frère. Tu veux faire l'émergence? Fais l'émergence. Tu veux construire des routes? Construis des routes. Tu veux construire des hôpitaux? Construis des hôpitaux. Tout ce que tu veux faire, il faut faire, mais il ne faut pas toucher à la vie des Ivoiriens. Mettre les gens en prison. Tu penses que parce que tu as construit des routes, ça te donne le droit de mettre des Ivoiriens en prison, de violer leurs droits, d'empêcher les Ivoiriens de parler dans ce pays, parce que tu as construit des routes, parce que quand on parle, ils disent, nous, on a construit ça. Mais puis quoi? Tu as construit ça avec quel argent? Tu as pris de l'argent dans ton compte bancaire? Tu as pris de l'argent dans tes poches pour construire ce que tu dis avoir construit dans ce pays? Mais on s'en fout de ça. Mais tous les présidents qui vont passer vont construire des choses. Laurent Gbagbo, même dans la guerre, dans la rébellion, là, il a construit des choses. S'il n'y avait pas de rébellion, il allait construire plus. Ne vous comparez pas à quelqu'un qui a été agressé. Hein? Vous allez comparer deux individus, lui là, quelqu'un l'a macheté, hein? Son pied est un peu tordu. Et puis tu vas le comparer à Usain Bolt. Vous dites, mais pourquoi Usain Bolt court plus vite que celui-là? Hein? Regardez comment il ne court même pas bien. Mais vous l'avez macheté. C'est pour ça qu'il ne court pas bien. Bon, ça c'est quand même une évidence, non? Donc voilà un faux discours dans lequel nous sommes depuis pratiquement 10 ans, 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais de plus en plus, comme Dieu est lent. Et Dieu fait ces choses, que vous soyez musulman et que vous soyez chrétien. Vous savez que Dieu ne donne pas la réponse à une question à la seconde. C'est le sorcier qui fait ça. Le sorcier, le magicien. Quand tu dis, je veux l'argent, il t'envoie un serpent qui vomit l'argent. Je veux ça, il t'envoie un gris-gris qui te... Voilà, tu vois, non? Mais Jésus-Christ, Dieu, ou bien vos dieux là, en tout cas, eux, ils prennent leur temps. Au bon moment, au moment opportun, tu vas avoir la victoire. Moi, j'ai chanté ici, Seigneur, à quand ma victoire? J'ai chanté ça, parce que je savais que ça allait venir. Ça va venir. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, mais Yves, Gbagbo est encore là-bas. Vous comptez sur quoi? J'ai dit, moi je compte sur le fait que Dieu soit lent à la colère. Et je compte sur le fait que Dieu soit lent pour bâtir.
et pour rebâtir. Donc tout va se faire, tout va se remettre en place. La société va se réorganiser. Si Dieu aime la Côte d'Ivoire, tout va se refaire. Mais ça va se faire au temps, au moment de Dieu. Entre-temps, chacun fait son devoir. Chacun fait son travail. Tu veux marcher, va marcher. Parce que tout ça, ça contribue au travail de Dieu. Tu veux dénoncer sur les réseaux sociaux, va dénoncer. Tu veux faire ceci, va faire. Voilà. Petit à petit, les choses vont se remettre en place. Si Dieu a sauvé la vie du président Laurent Gbagbo, c'est que Dieu veut que Gbagbo voie quelque chose. Oui, parce que moi-même, souvent, il me dit, mais Yves, pourquoi tu es encore vivant en 2020? Parce qu'en 2017-2018, les résultats des médecines qu'on m'a donnés, là, on ne me donnait pas beaucoup de chance. Hein. On m'a demandé de ne plus travailler si je veux survivre. Aujourd'hui, en 2020, je travaille. Aujourd'hui, en 2020, je vis, j'écris, je danse. Tu vois. Donc, si Dieu m'a permis de vivre, c'est qu'il veut que je vois. Il y a quelque chose qu'il veut que je vois avant de partir. Et je vais voir cette chose-là. Et Gbagbo va voir cette chose-là. Et on va tous voir cette chose-là. Parce que je vous souhaite longue vie. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est ce que je voulais répondre à tous nos camarades du RDR. Pardon, pas du RDR. Je me suis trompé. C'est un lapsus. À tous nos camarades panafricains, panafricanistes, pro-Gbagbo, FPI, qui sont ressortissants du Nord et qui se posent des questions pour dire, ah, dans notre camp, voilà les discours que les gens... Soyez tolérants, soyez patients. C'est parce qu'ils sont fatigués, c'est parce qu'ils sont énervés, c'est parce qu'on leur dit tellement de choses, ils subissent tellement de choses. Et quand ils disent la moindre chose, on leur dit qu'ils sont xénophobes. Donc après, ils sont fatigués. Et puis ils disent, bon, xénophobe là même là, je prends. Ivoirité là même là, je prends. C'est pas grave. Tu vois, sinon ils sont pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je vous dis, moi, je fais pas de tri. Dans mes amitiés, je fais pas de tri. Si tu es xénophobe, tu es... ils sont pas tous ceux que vous voyez, vous pensez qu'ils sont différents de moi. Non, ils sont pas différents de moi. Au fond, nous tous là, on s'aime entre nous. Mais c'est la politique qui a gâté. C'est la politique qui a gâté. Mais on va réparer. Parce que moi, je fais partie des êtres humains qui ne restent pas là à constater. Moi, je fais partie des êtres humains qui essayent de réparer. Voilà, vous voyez dans la société, non? Il y a des gens qui ont l'argent pour acheter. Et ils achètent une voiture. Mais quand la voiture est gâtée, là, il faut réparer. Ils ne peuvent pas réparer. Donc nous, là, on n'a pas l'argent pour acheter. Mais on a la connaissance, on a la force, on a la fougue pour réparer. Et la société, là, on va la réparer. On est obligé de la réparer. Sinon, on va laisser quoi en héritage? On va laisser quoi en héritage à nos petites sœurs, nos enfants? On va leur laisser quoi? Un pays où les gens se machettent. C'est ce qu'on va laisser? Un pays où tu sors là et puis on dit, hé, toi là, tu es de quel parti politique? Tu es d'où? Tu es du Nord? Tu es de l'Ouest? Ah, d'accord. C'est ça qu'on va laisser, mais les enfants. Mais tous nos enfants vont aller en Europe. Tout le monde va déserter. La Côte d'Ivoire, ils vont tous se retrouver ici en Australie. Moi, en Australie, je suis tranquille. Actuellement où je vous parle là, ma porte est ouverte. Et puis, il est quelle heure? Il est presque 21 h. Ma porte est ouverte. Personne ne va rentrer pour venir me brigander, pour venir voler mes choses. Mais on fait un pays comme ça, où on n'a plus besoin. Ceux qui ont l'argent, regardez leur clôture. Clôture seulement là, souvent ils dépensent 20 millions de francs CFA pour la clôture. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être braqués. C'est dans un pays comme ça qu'on est. Ici là, il faut regarder les clôtures de tout. Et souvent, il n'y a pas de clôture. Là où je suis là, personne n'a de clôture. Tu viens, tu peux même, il suffit de pousser, tu rentres. Parce que les gens ont confiance. Et la confiance, je vais faire un cours sur la confiance. Dans ce monde, personne ne gagne de l'argent sans la confiance. Ça, c'est le fruit de mes analyses personnelles. C'est ce que je vais écrire dans mon bouquin. Les gens disent, ah, je suis un businessman. Je suis ceci, je suis cela. Tout ça, ça n'a pas de sens. Le plus important dans tous les domaines d'activité, c'est la confiance. C'est quoi la confiance? D'abord, il faut appréhender la confiance sur deux niveaux.
Il y a la confiance en soi et puis il y a la confiance aux autres. C'est quoi la confiance en soi? Sans la confiance en soi, tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu ne peux rien faire de la vie. Pour que Yves Ayipo soit assis ici, en train de parler devant aujourd'hui 300 personnes, c'est parce que Yves Ayipo a eu confiance d'abord en lui. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas t'asseoir ici pour parler. N'as pas confiance en toi, tu ne peux même pas sortir demain pour aller déposer ton CV. Quand tu déposes ton CV, là, c'est parce que tu as confiance en toi. Tu dis, j'ai étudié ça, j'ai déjà fait ça dans ma vie, donc je vais avoir le travail. Donc, la confiance en soi, là, le premier volet, c'est la clé, c'est la première, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est la confiance à l'autre. C'est quoi la confiance à l'autre? Eh bien, quand tu déposes ton CV, là, mais il y a 1000 personnes qui ont déposé leur CV. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi. Mais le patron, il va choisir une personne. Cette personne-là, pour certaines raisons, le patron a confiance en cette personne-là. C'est pourquoi le patron le prend. Je ne sais pas, peut-être que c'est sa tenue, peut-être que c'est sa posture, peut-être que c'est peut-être que c'est son regard, peut-être que c'est sa façon de parler, peut-être que c'est le fait qu'il soit tellement confiant. Peut-être. C'est ça qui fait que le patron te prend. Donc quand tu as eu ton boulot là, c'est parce que tu as eu confiance en toi et il a eu confiance en toi. D'accord. Quand tu fais du business et que tu vas dans une banque, tu dis, monsieur, j'ai besoin de 25 millions de francs CFA, je vais m'acheter une maison. Pour que la banque te donne cet argent, il faut que la banque ait confiance en toi. Sinon, elle ne te donnera pas cet argent-là. C'est pourquoi on te demande un relevé bancaire. On te demande ceci, on te demande cela. C'est quand tu finis de prouver tout ça, qu'on dit, bon, on peut lui faire confiance. Et puis on te donne l'argent. Donc la confiance, c'est la clé de tout. Donc, quand vous allez faire vos choses, même en amitié, en amour, quand tu abordes une fille, elle marche dans la rue, tu dis, mademoiselle, bonjour. Quand elle se retourne, elle regarde d'abord si elle a confiance en toi pour s'arrêter. Si elle n'a pas confiance en toi, elle continue son chemin. Même quand une femme couche avec toi, c'est pas parce qu'elle a couché avec toi qu'elle est ta femme. Pour qu'elle dise oui, franchement, je vais rester avec lui pour toute ma vie, c'est que le monsieur a démontré qu'il est digne de confiance. Donc, tout ce que nous faisons, nous vivons dans un univers où tout est confiance. Tout. Est-ce que nous avons confiance à Alassane Ouattara? Moi, je n'ai jamais eu confiance à Alassane Ouattara. C'est pourquoi j'ai commencé mon combat très tôt. Il y a des gens qui, aujourd'hui, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en Ouattara. Tel que Soro Guillaume. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est important. Moi, je fais attention à tous ces petits détails de la vie. Je vais maintenant commencer le travail d'analyse. J'ai parlé beaucoup. Je dis que pour ce genre de vidéos, j'ai besoin de 6 heures. C'est ça, c'est ce que je dis souvent. Malheureusement, je ne peux pas faire 6 heures de vidéo. Sinon, il y a tellement de petits thèmes à développer qu'au finish, on est obligé, bon, je suis obligé de sursoir pour faire court. On va écouter la conférence de presse du procureur adjoint et puis on va analyser ce qu'il dit ici. Mais là, on rentre dans le domaine du droit. Ces appels, relayés dans la presse écrite et numérique, ont été le fait de certaines personnes, dont 1. L'ex-commandant Fofana Abdoulaye, qui, suite à sa radiation des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire, n'a de cesse d'appeler à la désobéissance et à l'insurrection populaire. 2. M. Anaki Kobena, ex-ministre de la République, qui le 12 août 2020 affirmait, et je cite, « La Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 2020, n'attend plus des élections. Et ce n'est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter
et retiré du palais présidentiel par toute voie possible. Cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Fin de citation. Suite à ces propos graves, le parquet d'Abidjan a saisi la Cour de cassation le 17 août 2020 à l'effet d'autoriser des poursuites judiciaires contre à l'encontre de M. Anaki Kobena. Ce monsieur-là, qui est procureur adjoint de la République, dit que M. Anaki Kobena aurait dit de M. Alassane Ouattara qu'il serait un homme à qui on ne pourrait plus avoir confiance. Il a dit à sa manière. Et que lui, ils ont demandé donc à la Cour de cassation d'entamer des poursuites contre Anaki Kobena. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il vous suffit seulement de dire votre opinion sur le président Alassane Ouattara, sur leur président, pour que vous soyez passible de poursuites. Moi, je pensais que c'était le droit de tout le monde de dire ce qu'il voulait. Mais moi, je peux dire qu'Alassane Ouattara nous a volé le pays. Mais je peux le dire ici. Je peux le dire dans beaucoup de pays. Sur leur président, je peux dire ce que je veux, sans être passible de poursuites. Alors, il dit que ce qu'Anaki Kobena a dit, ce sont des propos extrêmement graves. Donc, le parquet s'est auto-saisi pour que des poursuites soient entamées contre Anaki Kobena. Et c'est comme cela qu'ils ont emprisonné Eskeli. Et c'est pourquoi que Billy Billy est parti de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, sans votre soutien, je répète, Yodé et Siro auraient été emprisonnés. Mais Dieu merci, que les Ivoiriens ont vite senti les choses. Ils ont commencé à multiplier des photos du CD de Yodé et Siro. Ils ont montré leur amour. Si bien que le pouvoir d'en face a été obligé de dire, bon, on ne va pas quand même faire la dictature aux yeux de tout le monde, laissez-les. Mais ils ont quand même critiqué. Pourquoi Yodé et Siro ont dit ça? Pourquoi Yodé et Siro ont dit ceci? Etc. etc. C'est des gens qui ont horreur de la critique. Mais la critique là, c'est ce qui fait la société. Regardez à l'époque, en France. À l'époque, en France, à l'époque, donc donc cette période avec Copernic, c'est son nom que je cherchais, qui d'ailleurs était le premier, après l'autre, qui a donc établi la théorie de l'héliocentrisme, qui disait que la Terre tournait autour du Soleil. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Copernic? C'est le pape qui a demandé que Copernic soit mis à mort. Le pape. Parce qu'à cette période, l'Église avait donc une sorte de suprématie sur l'État. C'est après qu'il y a eu la guerre pour la séparation entre l'État et l'Église. Voyez? Donc, c'est parce que, voilà, il y a eu Galilée. Galilée qui était un élève de Copernic. Pardon, c'est Copernic qui était un élève de Galilée. Donc, Copernic aussi a été... Galilée, lui, il a été guillotiné. Pour avoir dit la même chose. Mais les deux ont travaillé sur les mêmes choses à des périodes différentes. Mais vous voyez qu'à cette époque, les sociétés qui étaient donc très proches de l'Église faisaient comme ça. C'était pareil avec Jeanne d'Arc, qui avait dit qu'elle avait vu en songe, par révélation céleste, que la France serait attaquée. Et elle avait même donné les positions des armées qui auraient attaqué la France. Lorsque tout s'est passé correctement,
les gens l'ont traité de sorcière. C'est à Rouen que Jeanne d'Arc a été brûlée. Vous voyez? Mais des critiques en critique. À une époque où on ne pouvait pas critiquer. Mais les peuples ont critiqué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait la France qu'on a aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on ait l'Espagne qu'on a aujourd'hui. Donc, on est obligé de continuer de critiquer pour que la société évolue. Je dis que Donald Trump est insulté matin, midi et soir. Alassane Ouattara n'est pas plus insulté que Donald Trump. C'est pas vrai. Sarkozy n'était pas plus insulté que Alassane Ouattara. Et pardon, Alassane Ouattara n'était pas plus insulté que Sarkozy. Qui d'autre? Ces présidents qui ont été insultés. Il y en a même qui ont dit qu'ils ne font pas deuxième mandat. Ils sont tellement combattus qu'ils ont dit, je parle de François Hollande, qui a dit que lui, ça va. Parce qu'ici, je n'ai aucune chance. Tel que quand je regarde l'atmosphère, les gens m'insultent, on me traite de quelqu'un qui n'a pas de caractère, quelqu'un qui... Donc, tous ces présidents-là sont insultés. On n'arrête pas les activistes, on n'arrête pas ceux qui critiquent. Et là, lui, il est procureur. Il vient là pour dire qu'il va poursuivre Anakib Kobenan pour avoir dit ce qu'il pense. Moi, je dis ce que je pense. Donc, on va poursuivre. 3. C'est aussi le cas de Dame Balé Edith Pulchéry qui, sous le couvert d'une association dite de la société civile, a, de façon répétitive, appelé les Ivoiriens à envahir les rues de façon illimitée. D'ailleurs, elle ne conteste pas ces faits. Au triste bilan de cet appel, outre des bus caillassés et brûlés, les voies de fait et blessures commises, les agents des forces de l'ordre, notamment à Beaunois, où le commissaire de police a été lynché et le commissariat mis à sac, pillé et incendié. Okay. Il est à déplorer des pertes en vie humaine. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit sur Pulchéry. Pulchéry Balé aurait reconnu avoir appelé des gens à descendre dans les rues. Et il dit, regarde l'analyse, c'est même pas une analyse juridique. Il dit, au sorti donc de ces marches, et il donne le bilan, pour mettre en relation l'appel de Pulchéry et le bilan de la marche. Oublions confusément que rien ne prouve en droit que ce sont les gens que Pulchéry a appelés dans les rues qui ont fait ce qui s'est passé dans les rues. Quand il parle de quelqu'un qui a été lynché, quand il parle des choses, des casses, etc., etc., tout le monde sait que dans les rues, nous n'étions pas seuls. Il y avait d'autres forces dans les rues. Il y avait notamment les forces de l'ordre, il y avait les microbes, et donc on ne peut pas tout imputer à l'appel de Pulchéry. Et d'ailleurs, Pulchéry n'était pas la seule à avoir appelé les gens dans les rues. Monsieur Mamadou Koulibaly a appelé les gens à descendre dans les rues. Aujourd'hui, il est à Dijon. Madame Simone Gbagbo a même demandé que les marcheurs soient encadrés, etc., etc. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Pourtant, ils sont nombreux à avoir appelé à descendre dans les rues. C'est Pulchéry qui a été prise et un certain nombre de camarades. Donc, ce qu'il fait là, ce n'est pas du droit. Hein. C'est tout sauf le droit. C'est de la politique qu'il fait. Aussi bien à Daoubro qu'à Beaunois. Le procureur de la République tient à indiquer que les auteurs de ces publications contraires à la loi sur les réseaux sociaux, les personnes qui les reproduisent et les administrateurs des forums de discussion qui ne procèdent pas à la suppression des dites publications et à la dénonciation de leurs auteurs sont passibles de peine allant de 1 à 10 ans d'emprisonnement au regard des dispositions des articles 179, 184,
185 du Code pénal, 66 et 70 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Voilà. Ceux-ci seront activement recherchés. On sera activement recherchés. Donc, à l'heure où je vous parle, Yves Ayipo est activement recherché pour avoir relayé les propos de Pulchéri Balé, pour avoir relayé la vidéo de Simone Gbagbo, d'avoir relayé les vidéos appelant à tous les camarades à descendre dans les rues. Moi-même, depuis pratiquement 7 ans, je demande aux gens de faire un soulèvement populaire pour balayer Alassane Ouattara du pouvoir. Je multiplie des posts sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je suis passible d'emprisonnement allant de 1 an à 10 ans. Je n'ai jamais pris de machette, je n'ai jamais pris de pistolet, je n'ai jamais agressé le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai juste donné mon point de vue, défendu mes idées, protégé mon camp, critiqué le camp d'en face. Et aujourd'hui, je suis passible d'une sanction d'1 an à 10 ans. Je ne suis pas le seul. Vous êtes tous concernés. Vous qui avez partagé ces choses, vous qui avez émis vos idées. Il cite des articles du code pénal qui nous incriminent. Je voudrais vous dire que ça, ce n'est pas du droit. Le droit protège les individus. C'est pourquoi on nous envoie à l'école. C'est pourquoi nos parents payent cher. C'est pourquoi on ait des idées. C'est pourquoi on puisse les défendre avec des arguments. Pourquoi on doit être emprisonné pour ça? Ce qu'ils font là, ce n'est pas du droit. Croyez-moi. Ce n'est pas du droit. Mais vous verrez plus tard pourquoi ce n'est pas du droit. Laissez-le finir. Afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. Le procureur de la République tient enfin à appeler les uns et les autres à la retenue, à la pondération et à la responsabilité. Fait à Abidjan, le 21 août 2020, pour le procureur de la République, le procureur de la République adjoint, je vous remercie de votre aimable attention et je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie, monsieur le procureur. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons prendre la première série de questions. On va faire circuler le micro. On va prendre les 5 questions et monsieur le procureur va y répondre au fur et à mesure. Bonjour, monsieur le procureur adjoint. Je suis Stéphane Betty de l'agence de presse panafricaine, APP. Monsieur le procureur de la République, suite... Excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. Stéphane Betty, B-E-T-I, agence de presse panafricaine, APP. Suite à votre communiqué, Amnesty International a fait savoir dans son dernier rapport que les enfants en conflit avec la loi communément appelée Microbe ont attaqué les manifestants. En tant que procureur, quel commentaire faites-vous? Est-ce que ces enfants, est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour poursuivre évidemment ces auteurs? Merci. Bonjour monsieur, je suis Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Je voudrais revenir un peu sur la question de mon confrère. Dans un rapport publié par Amnesty International, qui accable fortement la police nationale, qui est accusée d'avoir encadré des jeunes gens appelés communément microbes pour attaquer aux manifestants. Est-ce qu'au niveau du procureur de la République, une enquête a été ouverte pour pouvoir clarifier ce fait?
Deuxième préoccupation, vous avez parlé du cas de Bonois tout à l'heure. À Bonois, un manifestant aurait été tué par la police. Est-ce qu'à ce niveau aussi, vous avez une enquête pour situer un peu les responsabilités? Et puis pour terminer, monsieur le procureur, est-ce que dans le cadre de maintien d'ordre, est-ce qu'un policier peut violenter des femmes? Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Un policier qui, dans le cadre de, fut-il un commandant d'unité, dans le cadre de maintien d'ordre qui violente des femmes, est-ce que la loi punit cela? Merci. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. Je voulais savoir, outre les cas de Pulchéry Iqbalé que vous avez évoqués, d'Anaki Kobenan et de ce militaire, qu'en est-il du cas de Anne-Marie Bonifond du GPS qui a été arrêtée aussi la semaine dernière? Merci. Je n'ai pas entendu votre question. Qu'en est-il du cas de Anne-Marie Bonifond du GPS qui a été arrêtée aussi lors des manifestations la semaine dernière? Monsieur le procureur, vous pouvez répondre déjà à ces questions-là, parce qu'apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, la première question, c'est celle de M. Stéphane Petit, qui est rejoint par M. Jérôme du Nouveau Réveil. Et elle a trait au fait que la police aurait encadré ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi et qui s'en sont pris aux manifestants. Et ces affirmations-là seraient tirées du rapport d'Amnesty International. Il est vrai qu'il y a eu des manifestations. Le parquet enquête sur tous les événements qui ont eu lieu. Amnesty International fait des allégations. En droit, celui qui allègue une chose, il lui appartient de la prouver. C'est ce que je peux vous dire sur ce point. Ok. Alors, vous verrez que le procureur adjoint a été très court sur cette question. On lui dit que, monsieur le procureur, les manifestants sont sortis et les microbes les ont attaqués. Vous avez arrêté certains manifestants. Puis Chéri Iqbalé, vous l'avez dit, elle a appelé aux gens. Elle a appelé au soulèvement populaire. Il y a eu tout ça. Des manifestants ont été arrêtés. Mais les microbes là, jusque-là, il n'y a rien. On a même les rapports d'Amnesty International qui disent que les policiers ont encadré les microbes. Amnesty International, c'est une organisation internationale quand même assez sérieuse. Et voilà la question qui lui est posée. Il répond de la façon la plus simple. Je dis que c'est simple parce que c'est ce que nous avons entendu tout le temps avec le RDR. Tout le temps, depuis les massacres de Diokoué. Souvenez-vous, lorsque vous incriminez l'armée de Soro Guillaume et de Ouattara, ils vous disent prouvez. On attend les preuves. Ou bien on continue d'enquêter. Ok? Aujourd'hui, on a des vidéos montrant des microbes agressant des gens. Ils disent prouvez. Où sont les preuves? Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas du droit. Parce qu'en droit, il y a quand même la notion de la suspicion qui existe. Mais vous voyez le procureur, en aucun moment, d'abord, il ne regrette les agressions dans les rues. Parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été taillardés, machetés comme des viandes de brousse.
il ne regrette pas ça. Mais il défend même les microbes pour dire, parce que moi c'est comme ça que je défendrai mon enfant. Hein. Si quelqu'un vient, un parent d'élève vient me voir, ah votre enfant il aurait fait ceci, je dis mais où sont les preuves? Vous dites ça, oui, mais est-ce que vous avez des preuves concrètes? C'est comme ça on protège son enfant. Lui c'est comme ça il protège les microbes. Montrer les preuves. Mais quand il s'agit de Pulchéry Balé, ils ont déjà les preuves. Quand il s'agit de Samba David, oh ils avaient déjà les preuves. Quand il s'agit de Sam l'Africain, ils avaient déjà les preuves. Pour Laurent Gbagbo, ils avaient des preuves. On est allé à la CPI, il n'y avait pas de preuves. Pour Ouattara, il n'y a jamais de preuves. Leur camp là, prouvé, il faut montrer les preuves. Vous savez, on ne voit pas. Voilà ce dans quoi on est. Et voilà pourquoi je dis que la justice aussi est RDR. La justice de Côte d'Ivoire est RDR. L'armée est RDR. La commission électorale indépendante, la CEI, est RDR. Le Conseil constitutionnel est RDR. Le Parlement est RDR. Le Sénat est RDR. Et quand on a tout ça, eh bien, c'est normal que quelqu'un vienne dire ici que moi, je me présente pour une troisième fois. Et que vous voyez tout ce monde dans les rues, au palais, comment ils appellent ça, au Félicia, pour dire oui, il faut faire trois mandats. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'art, ils ont ceux-là avec eux. Ils ont les procureurs avec eux. Et je comprends pourquoi Adou n'a pas montré son visage ici. Adou n'est pas venu, il a envoyé son adjoint. Parce qu'il sait que lui, il est déjà catalogué comme étant RDR. Donc il a préféré emmener son adjoint pour qu'il fasse la mauvaise besogne. Mais on sait que chaque fois qu'il sort, c'est pour protéger des microbes. Je vais continuer le propos. Vous avez dit qu'un manifestant aurait été tué à Benoît. Mais c'est ce que je viens d'indiquer. Nous n'enquêtons pas sur des cas particuliers. Nous enquêtons sur tous les faits qui ont entouré les manifestations qui ont commencé depuis le 13 août. Nous n'excluons aucune hypothèse, aucun cas. Enfin, voilà. Je ne comprends là pas aussi, la question qui consiste à... il a évacué la question. On enquête. Et vous savez, c'est un peu comme les enquêtes de Diokwe. Ça n'aboutit jamais. Ça ne finit jamais. On enquête. Là, il a fini d'en parler, c'est fini. La drogue d'Ahmed Bakayoko, on enquête. C'est fini, on n'en parle plus. Demain, un enfant a pris une balle en pleine tête devant des gens. Il y a des témoins. On voit son corps. Au moins, on peut dire quand même on a des éléments probants. Parce que les balles, avec les balles, c'est très facile parce qu'il y a la balistique qui existe. Très vite, on peut savoir, en moins d'une journée, on peut savoir qui a tiré. C'était l'arme de qui. On peut savoir, ça c'est simple. Mais il vient ici, on enquête. C'est extraordinaire. Je dis que c'est tout sauf du droit. Ce qu'il dit ici, là, ce n'est pas du droit. Moi, j'ai fait le droit. Je vous dis que ça, ce n'est pas du droit. Parce qu'il y a les suspicions en droit. Quand le procureur signe un mandat comme ça, dit mandat d'arrêt ou bien perquisition, quand le procureur signe comme ça, là, souvent, c'est sur la base d'hypothèses. Souvent, c'est sur la base d'incrimination concordante. Souvent, c'est sur ces bases-là que le procureur accepte. Parce qu'il va demander, oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah, il y a telle personne qui est témoin. Ah, il y a tel... Il dit, ok, dans ce cas, allez fouiller chez lui. Et puis, il signe un mandat de perquisition. Mais ici, là, non, pas du tout. Hein. On ne s'occupe pas des témoins. On ne s'occupe pas de la balistique. On ne s'occupe de rien du tout. On dit, on enquête, ne vous en faites pas, laissez tomber. Et en une fraction de seconde, on évacue la question. On va poursuivre encore. Est-ce qu'il est normal d'exercer, c'est ça la question, des violences? Les violences sont par définition illégales. Nous sommes dans une société policée. Je ne connais pas de société policée où la violence est légale. Alors, M. Pierre Pinto, il a fini de répondre. Il a fini de répondre à la question du monsieur qui a demandé
lorsque des policiers effectuent des violences sur des femmes qui protestent, est-ce que quelque chose est prévu par la loi pour ça? Tout ce qu'il a été dit, oui, toute violence est punie par la loi. Oui, final. Mais ce n'est pas la question. La question, il faut comprendre. La question, c'est de vous dire, monsieur le procureur, qu'il y a des femmes qui ont même été giflées. Et on connaît le monsieur qui l'a giflé. C'est ça qu'il a parlé des violences quand il parlait. On a la photo, on a son identité, on a son nom, il y a des témoins, on a vu tout. Est-ce que ce monsieur a été inquiété? Voilà la question qu'il voulait poser. Mais il a posé de façon beaucoup plus respectueuse parce qu'il estimait que vous êtes un monsieur perspicace, vous allez pouvoir comprendre. Mais vous verrez qu'il n'a pas osé mentionner le nom de l'officier en question. Il n'a pas osé mentionner la dame qui a été violentée. Il a évacué toutes ces questions et puis il dit la violence est punie par la loi. Point final. Mais est-ce que les policiers qui ont fait ça ont été arrêtés? Est-ce qu'ils ont été questionnés? Rien du tout. Donc vous voyez que ce n'est pas du droit. Il va répondre à la dernière question du blanc. Ce qu'il en est du cas de Mme Anne-Marie Bonifon. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces de défense et de sécurité, dans leur mission de maintien de l'ordre public, procèdent à des interpellations. Ces interpellations ne sont pas faites sur la base de l'appartenance à une association, à un groupement politique ou à une ONG. Ces interpellations se font sur la base de la participation à un mouvement de nature à troubler l'ordre public. Dans ce cadre-là, un certain nombre de personnes ont été interpellées et mis à la disposition aussi bien du parquet d'Abidjan-Plateau que du parquet de Yopougon. Et des procédures ont été ouvertes contre ces personnes devant le juge d'instruction. Point final. Il a fini. Est-ce que j'ai répondu à... Mais vous n'avez pas répondu aux questions des gens. Parce que vous faites semblant de ne pas comprendre la question des gens. On vous demande sur Anne-Marie du GPS. Elle a été interpellée, c'était pourquoi? Il dit oui, il y a des interpellations, mais on interpelle, ce n'est pas en fonction des partis politiques, c'est en fonction du fait que ces personnes menacent l'ordre public. D'accord? Mais ce qui est bizarre, c'est que Pilchéri Balé, elle était contre le 3e mandat, elle a été interpellée. Anne-Marie Baleton, ou bien, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien son nom, elle aussi, elle a été interpellée, elle aussi était contre le 3e mandat. Ce qu'on regarde, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés étaient des gens qui étaient contre le 3e mandat. Alors que tous ceux qui ont été arrêtés n'étaient pas les seuls dans les rues. Pourquoi aucun microbe n'a été arrêté par la police? Voilà la question. Mais comme les journalistes aussi ont peur et qu'ils ne peuvent pas poser les problèmes concrètement, ils sont obligés de parler comme ça. Sinon, moi, il va y poser cyberactivité. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Je prends la parole, je dis, j'ai besoin de 10 minutes. Si les gens veulent m'interrompre, je dis, si vous voulez que je pose une question, vous me donnez 10 minutes. Parce que je ne vais pas poser une question comme ça et puis il va évacuer ma question comme il le fait. Je lui pose le problème. Cher monsieur, aucun microbe n'a été arrêté. Par contre, tous ceux qui disaient non au 3e mandat d'Alassane Ouattara ont été arrêtés. Ils ont été violentés. C'est de ça, c'est ce qu'on veut savoir. Arrêtez de tourner en rond. Donc voilà le travail du procureur que je voulais présenter aujourd'hui et vous dire que c'est vraiment malheureux. Lorsqu'il s'agit des gens de Ouattara, on dit présenter les preuves. Lorsqu'il s'agit de nos gens, très vite, on trouve les preuves. Atteinte à l'ordre public, insulte à l'autorité de l'État, etc., etc.
Donc, nous sommes dans une situation très, très difficile. Et on va continuer de pousser. On va continuer de marcher. Ils nous menacent avec des déclarations comme ça. Ils menacent les cyberactivistes. Ils menacent les marchands. Ils menacent tous ceux qui protestent. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat. Mais je pense que le peuple de Côte d'Ivoire est déterminé, est motivé pour finalement ôter Ouattara du pouvoir. Je pense qu'on va y arriver. Je voudrais surseoir à l'analyse de cette vidéo pour analyser le propos d'Alassane Ouattara qui disait donc, d'abord, il faut voir que d'après eux, ils étaient pratiquement 100 000 personnes regroupées au Félicia. Au Félicia, ils sont tous allés d'après ce qu'on nous a fait entendre pour demander à Ouattara de faire un troisième mandat. Je trouve que c'est grave que des gens se retrouvent au Félicia pour demander un troisième mandat. Alors que l'Afrique tout entière, parce que quand moi je parle comme ça, les gens disent « Oh, c'est pas l'Afrique tout entière ». Quand je dis la Côte d'Ivoire tout entière demande à protester, les gens disent « C'est pas la Côte d'Ivoire tout entière ». Il y a quand même 100 000 personnes qui étaient en chose. Mais ils n'ont pas donné les chiffres des personnes qui étaient dehors. Est-ce qu'ils ont donné les chiffres à Ferké? Les chiffres à Toumoudi, à Divo? Hier, ça brûlait à Divo. On ne donne pas les chiffres de ceux qui sont mécontents. On les cache, on les voile. Et on en parle sous cap. Donc c'est quand même grave de mépriser le peuple jusqu'à ce point. Nous savons le nombre d'Ivoiriens qui sont contre le troisième mandat. Nous savons le nombre de Maliens qui sont contre le troisième mandat. Nous savons le nombre de Guinéens qui sont contre le troisième mandat. Nous savons les Français qui sont contre le troisième mandat. Bien sûr que Macron est contre le troisième mandat, puisqu'il a même félicité Ouattara devant tout le monde pour dire merci, cher président, de vous retirer et de ne pas commettre la bêtise des autres. Donc on sait qu'il est contre le troisième mandat, en tout cas idéologiquement parlant. S'il n'a pas encore parlé, c'est parce qu'on est dans la politique. Donc ils ont des intérêts à défendre. Bon, ça tout le monde le comprend désormais. Mais d'un point de vue idéologique, Macron sait que la posture de Ouattara est gauche. Moi, je parle avec les preuves. Hein. Celui qui dit que ce que je dis ici, c'est faux. Je sors le tweet de Macron félicitant Ouattara. C'est évident, non? D'accord. Donc, tout ce que je dis là, c'est soutenu par des choses. Voilà. Donc, nous connaissons le nombre de présidents qui sont contre ce troisième mandat. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas contre le troisième mandat. Ils sont contre. Ils sont tous contre. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes dans cette bataille. On est contre le troisième mandat. On nous tue. On nous menace. Le procureur nous menace. Les gens du Nord nous menacent de nous taillarder dans les rues. Ils nous ont même demandé à nous autres qui sommes en Europe et qui faisons des vidéos de venir sur le terrain. Parce qu'ils ont un projet pour nous. De nous taillarder aussi. C'est ce qu'ils font. D'accord? Mais moi je dis on va y arriver. On va y arriver. Alors, Alassane Ouattara aurait déclaré, donc, au stade Félix Houphouët-Boigny, d'abord, qu'il préférerait être président à vie que de se retrouver en prison à vie. D'ailleurs, ça, c'est un clin d'œil qu'il fait à Laurent Gbagbo. Puisque lui, toute sa vie tourne autour de sa jalousie du président Laurent Gbagbo. Il est jaloux, viscéralement.
Il est haineux à l'idée de voir qu'il ne peut jamais jouer les pontifs avec le président Laurent Gbagbo. Jamais. Il sait qu'il y a deux démarches. Lui a toujours hérité des guerres, des coups d'État. Le président Laurent Gbagbo a toujours hérité du suffrage du peuple de Côte d'Ivoire. Donc il est jaloux naturellement du président Laurent Gbagbo. Donc il se met là gaillardement, en plein Félicia, il dit je préfère. Et il se met dans l'erreur encore. Erreur de communication, erreur d'analyse, erreur de... je ne sais pas moi. Mais je vais dire, on ne s'exprime pas comme ça. Je préfère rester au pouvoir que de me retrouver en prison. Mais se retrouver en prison, c'est la justice. Sinon, ce n'est pas le FPI qui met les gens en prison. Hein. Ce n'est pas le GPS qui met les gens en prison, c'est la justice. Peu importe la justice. Ça peut être la justice internationale. Donc, quand il dit que je préfère ne pas aller en prison, ça veut dire que je préfère ne même pas aller en justice. Mais pourquoi Laurent Gbagbo est allé face à la justice? Il affronte la justice dignement. Laurent Gbagbo dit, Madame la procureure. Il dit même pas Madame la procureure. C'était à l'époque, il a parlé à la dame là. Il y avait une dame qui était juge au début, avant le juge Kounou. Il a dit à la dame, Madame, moi, les gens m'ont envoyé ici, c'est parce que j'ai dit, on n'a qu'à recompter les voix. Parce que je voulais un processus démocratique. Voilà. Mais comme on m'avait envoyé ici, là, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller jusqu'au bout. Le Conseil constitutionnel m'a déclaré vainqueur. Et c'est pour protéger les institutions de mon pays que je suis resté là. Donc, si c'est à cause de ça qu'on m'a envoyé ici, il n'y a pas de problème. On va continuer, on va aller, on va voir. On va voir. On ira, c'est comme ça qu'il a sorti la phrase, on ira jusqu'au bout. Et il a même dit, peu importe ce que vous décidez, peu importe ce que mon sort est dans vos mains, peu importe ce que vous décidez, mais à la fin, je vais vous envoyer mes livres. Vous allez lire ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie. Je prends mon temps. J'écris des livres sur comment obtenir la démocratie en Côte d'Ivoire. Et par ricochet en Afrique. Madame, j'ai travaillé sur ça pendant 30 ans. Donc ce que vous dites là, ça ne me concerne pas. Tout ce qu'ils ont dit ici, j'ai entendu des choses. Mais ça ne me concerne pas. Je vais vous envoyer mes livres par colis. Je vais vous faire un colis, vous tous. Vous allez lire. Quelqu'un qui écrit ces choses-là ne peut pas faire ce qu'ils ont dit là. Mais comme on est là, on est déjà ici, on va aller jusqu'au bout. Le président Laurent Gbagbo s'est livré à la justice internationale. Il dit, enquêtez, on va voir. Mais toi, Ouattara, tu dis non. Moi, je préfère m'éterniser au pouvoir plutôt que d'aller faire ce que Gbagbo a fait. Mais il faut parler un jour comme Gbagbo. Un jour dans ta vie, il faut parler comme Gbagbo. Il faut dire à la justice, moi, je suis là, enquêté. Regardez mon argent. Gbagbo a ouvert ses comptes. Il dit, regardez, il n'y a rien dedans. À l'époque, Gbagbo avait mis son compte à la COPEC. Il dit, tout Ivoirien peut aller consulter. Bédié gagnait plus que Gbagbo, alors que Gbagbo était président, Bédié était ancien président. Gbagbo recevait 9 millions de francs CFA par mois. Bédié en recevait 13, si j'ai bonne souvenance. Sa femme en recevait 8, etc., etc. Donc, je veux dire, Bédié même, qui n'était pas président, avait plus d'argent que Gbagbo en tant que président. Gbagbo dit, mon argent, c'est viré à la COPEC. Allez regarder. Vous tous, les Ivoiriens, vous pouvez aller regarder. Mais Ouattara, il faut dire ça un jour. Il faut dire aux Ivoiriens, allez regarder. Allez. Même Donald Trump a dit, en principe, pendant 4 ans de son mandat, il devait avoir 400 millions de francs, de dollars. C'est ça son salaire global. 100 millions par an. Il dit, moi, je ne toucherai pas les 400 millions de francs. Les 400 millions de dollars, je ne toucherai pas. Je n'ai pas besoin de ça. 400 millions, ça ne représente rien. Bon, lui, c'était le contraire de Gbagbo. Parce que Gbagbo, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent, qui se détache de l'argent,
qui n'a aucune sorte d'attachement avec l'argent. Donc, Gbagbo, bon, il dit l'argent est là, si vous voulez aller regarder. Mais l'autre, lui, il dit, moi, 400 millions, c'est rien, ça c'est pas de l'argent, ça. Si vous voulez, les 400 millions, je donne. Et il a donné, récemment, il a fait encore un don, Donald Trump. Il dit, voilà, c'est pourquoi je vous avais dit que les 400 millions, je ne les touche pas. Et il a alloué les 400 millions à une fondation. Il a fait ça. Alassane Ouattara, on ne voit jamais clair dans son argent. C'est pourquoi il ne veut pas aller devant la justice et qu'il préfère mourir au pouvoir. On ne saura jamais. Maintenant, Laurent Gbagbo n'avait pas peur. N'avait pas peur d'affronter les accusations sur les personnes qui auraient été tuées. Puisqu'il sait qu'il était chef de l'État. Je suis chef de l'État et je suis attaqué. Donc si on dit que j'ai tué des gens, il n'y a pas de problème. Venez, on va en parler. Donc lui n'a jamais eu peur. Il dit, j'ai mon armée. Il y a le chef d'état-major, c'est Philippe Mangou. Lui-même est venu, il a témoigné. Donc, moi, je suis serein. Jamais de la vie, nous étions en période de paix. Nous étions en période de tranquillité. Et puis Gbagbo va envoyer des troupes au nord pour les tuer. Jamais. Celui qui dit ça, je lui dis qu'il n'est même pas sérieux. Toi, tu n'es pas sérieux. Si tu dis ça, tu n'es pas sérieux. Que oui, ils ont parlé de choses de... Comment ils s'appellent là? Ils ont un mot qu'ils disent souvent là. Il dit qu'il y avait des gens qui attaquaient la nuit. Ils les ont appelés d'une façon. Hein. Voilà. Bon, je tiens à vous dire que là encore, ils se sont retrouvés en France. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ensemble ont porté plainte contre un journaliste de Le Monde, du journal Le Monde, qui avait publié cette histoire de... Pourquoi le nom ne me revient pas? D'escadron de la mort. Escadron de la mort. Le président Laurent Gbagbo en France et Simone ont gagné le procès. Ils ont gagné le procès de l'escadron de la mort. Vous voyez que Laurent Gbagbo n'a jamais fui la justice. Les deux, Simone et Gbagbo, sont allés devant un juge pour dire que tel journal nous accuse d'entretenir des escadrons de la mort. Nous venons à la justice. Ils ont même été dédommagés à hauteur de 100 000 € chacun. 100 000 €. Après, bon, Laurent Gbagbo a dit non, moi l'essentiel c'était pas l'argent, mais s'ils peuvent payer 1 € de façon symbolique, il n'y a pas de problème. Mais il a été disculpé sur cette affaire d'escadron de la mort. Mais il y a des nègres jusqu'aujourd'hui qui parlent et les escadrons de la mort. Et votre article 30, comment ils appellent ça? Allumette 25, pétrole 10 francs. Quelque chose comme ça. C'est du n'importe quoi. Article 225, c'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Bon. Donc, vous savez, article 125, merci. Article 125. Voilà. Donc, vous savez que ces accusations-là, le président Laurent Gbagbo dit, moi, je sais que je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce qui s'est passé en 2004, où ils ont dit que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé les pilotes aller pilonner la base des Français, le camp des Français, et qui au supplice a fait 9 morts. Le président Laurent Gbagbo dit, même si je ne suis pas intelligent, mais je ne peux pas demander à mes pilotes d'aller bombarder la France. Même un amateur en politique ne peut pas faire ça. Parce que les Mi-24, les Sukhoi qu'ils pilotaient, ce sont des avions de précision. Tout est déjà dessiné sur les cartes. Donc, quand on lance un missile, on ne se trompe pas. Parce que les positions sont déjà dessinées sur les cartes. On ne peut pas se tromper. Donc, ceux qui ont fait ça, Gbagbo dit, ce n'est pas moi. Je leur ai demandé de repousser les rebelles. C'était ça l'opération dignité. Donc, si des gens sont basés par derrière
pour dire au pilote, non, faites ça, ce n'est pas moi. Voilà. Mais Gbagbo était prêt à aller devant les juges pour cette affaire-là. Mais ils n'ont jamais envoyé cette affaire devant les juges. Jamais. Il y a un avocat belge qui a tempêté pour que le dossier soit ouvert. Mais comme il savait que c'était un dossier qui était au finish, quelque peu alambiqué, c'est pourquoi ils n'ont même pas poursuivi, ils ont fermé le dossier pour couvrir Alliot Marie, pour couvrir Jacques Chirac, pour couvrir Dominique de Villepin, pour couvrir tout ce qui était mêlé dans cette histoire. Mais Laurent Gbagbo, il était ouvert, il dit, venez, on va en parler. Venez, on va aller devant le tribunal. Ils ne sont pas venus. Et l'affaire est restée comme ça. On dit, même la France qui a perdu ses soldats n'a pas ouvert d'enquête dessus. Mais vous avez perdu des soldats français. Et puis il n'y a pas eu de procès. Mais on devait poursuivre le président Laurent Gbagbo. Non, ils n'ont pas fait. Vous voyez? Non, le président Laurent Gbagbo, lui, n'a jamais fui la justice. Les histoires comme ça, je peux en donner à satiété. Je préfère m'arrêter là. Pour demander à Alassane Ouattara, toi, tu n'as jamais été devant la justice. Chaque fois que tu as été devant la justice, c'était pour des affaires de pétrole. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, tu as perdu. Tu es allé à la justice, à la Cour africaine des droits de l'homme, pour une affaire de commission électorale indépendante. Tu as perdu. Donc, chaque fois que lui, il est allé à des procès, il a toujours perdu. Et je voudrais vous annoncer quelque chose. Le jour où Alassane Ouattara va se retrouver devant la Cour pénale internationale, ce ne sera pas comme le procès du président Laurent Gbagbo, où on parle d'acquittement. Les preuves vont surabonder. Alassane Ouattara sera condamné. Parce que les preuves vidéo existent. Les liens entre lui et Ocampo existent. Les liens entre lui et Morou et ce monsieur qui a dit dans le Nord que ce que nous faisons ici, là, ce n'est pas pour Soro Guillaume, ce n'est pas pour Ibé, c'est pour Alassane Ouattara. Il s'appelle Kone Zakaria. Les photos entre Ouattara et Kone Zakaria, avec Kone Zakaria, existent. Les preuves existent. Les massacres de Diokwe, les vidéos sont là, les témoignages sont là. Tout existe. Donc quand lui, il ira à la CPI, ce ne sera pas le même sort. Il sera condamné, il sera arrêté et il va finir sa vie en prison. Donc, il le sait. C'est pourquoi je dis que c'est une faute de langage et que c'est une faute de communication. Bon, il a dit parce que c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui le pousse à dire des choses comme ça. Il faut toi-même dire, il faut dire. Je préfère rester au pouvoir plutôt que d'aller mourir en prison. Je vais finir mon propos du jour parce que nous ne pouvons pas parler pendant tout ce temps. Moi, j'aimerais bien le faire. Malheureusement, le temps nous est compté. Je suis obligé de vous laisser aller vaquer à vos occupations. Je vais aborder la dernière scène cocasse. Quelque peu caustique aussi, à laquelle nous avons assisté. Où M. Alassane Dramane Ouattara se voyait embrassé tendrement par Madame Henriette Diabaté. Et pris d'émotion, il dit, on s'en fout de coronavirus, allez, viens dans mes bras. Monsieur Alassane Ouattara, vous vous foutez pas mal d'un virus qui a fait 30 000 morts en France, 150 000 morts aux États-Unis, des cas de maladies en Côte d'Ivoire, plus de 3 000. Vous ne vous foutez pas mal d'une situation qui a changé, défiguré le monde entier. Actuellement, les mesures barrières existent dans tous les pays du monde. Mais vous qui êtes à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, vous ne vous foutez pas mal. Mais c'est grave. Mais il faut que l'OMS réagisse.
L'OMS ne peut pas laisser Alassane Ouattara prendre une dame dans ses bras, elle n'a pas de masque. Et dire qu'on s'en fout. On s'en fout du coronavirus. Je dis, les gens qui sont au marché peuvent dire ça. Sous l'arbre à palabre, on peut dire ça, des petites choses. Mais quand on est au sommet de l'État, devant 100 000 personnes, Dieu, on s'en fout. Mais tous ceux qui vont sortir de là, ils vont abandonner les mesures barrières. Mais c'est dangereux. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes, d'après vous, président, vous voulez concourir pour un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire qu'on s'en fout. Nous, on a perdu des parents dans cette histoire de coronavirus. Nous sommes en train de tout faire pour stopper l'hémorragie. Nous sommes en train de tout faire pour que les gens ne soient plus contaminés. Et la meilleure façon de ne pas que les gens continuent d'être contaminés, c'est au moins, au minimum, de prendre les distances, de respecter les attroupements. Ce que vous avez fait, 100 000 personnes là, alors qu'il y a une loi qui est prise pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Nous, on n'a pas le droit de protester. Vous avez le droit de vous réunir pour demander un 3e mandat. Les artistes n'ont pas le droit de faire des concerts. Mais vous avez le droit de vous retrouver au Félicia. Mais donc le pays appartient au RHDP. En pleine crise de Covid-19, vous osez dire qu'on s'en fout de ça. C'est dommage. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas responsable. Nous, jusqu'aujourd'hui, là. Pourtant, les mesures sont prises depuis belle lurette. Ce qui a fait que nous avons pu contenir la pandémie. Nous avons pu la contenir ici en Australie. Mais malgré ça, les masques sont exigés. La distanciation est exigée. Les mesures barrières, partout où je vais, il y a toujours les choses de, comment vous appelez, vos liquides pour se laver les mains là. Voilà. C'est tout, les gels là. Tout est là. Les gens respectent ça méticuleusement. C'est que, M. Alassane Ouattara, on ne gère pas un pays comme ça. On ne gère pas un pays comme ça. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai voulu faire l'analyse de la situation. Nos camarades sont tabassés dans les rues. Il y a des morts. L'État de Côte d'Ivoire n'en parle pas. L'État de Côte d'Ivoire ne déplore pas ces morts. L'État de Côte d'Ivoire nous rit au nez. Il y a des morts tout simplement parce que nous estimons que le 3e mandat n'est pas normal. Il y a des morts parce que nous voulons un changement. Alassane Ouattara dit qu'il est le seul au RHDP à pouvoir diriger leur bateau là. Mais je voudrais dire que s'il est le seul au RHDP, il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire à pouvoir diriger. S'il n'y a pas de représentants au RHDP, ils ne sont pas obligés de concourir. Ils peuvent attendre. Dans 5 ans, les autres là vont se former. Ceux qui viennent sur les plateaux TV, tenir de grands discours, alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas présidentiables. Ahmed Bakayoko n'est pas prêt. Il n'est pas présidentiable. L'autre, Adjoumani, avec tout le bruit qu'il fait, il n'est pas prêt. Il n'est pas présidentiable. Tous ceux que vous voyez là au RDA qui font de grands discours, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas présidentiables. Donc si eux, au RHDP, ils ne sont pas prêts, on ne va pas nous imposer la dictature. Il y a d'autres partis qui sont prêts. Mamadou Koulibaly, il est prêt à diriger le pays. Voilà. Blé Goudé, il est prêt à diriger le pays. Le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il est prêt à diriger le pays. Simone Yves Gbagbo est prête à diriger le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à diriger le pays. Donc, lui là,
il a fini. Aussi, ils ont opposé au fait que eux, ils ont tellement bâti qu'il faut laisser Ouattara continuer de bâtir. Non, ce n'est pas vrai. Il a bâti dans son style. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui viendra aussi bâtir dans son style. Aux États-Unis, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de styles des présidents. Chacun est venu avec son style. C'est pourquoi vous avez les États-Unis aujourd'hui. Tout le monde rêve d'y aller. La France, il y a eu beaucoup de présidents. Voilà, chacun est venu avec son style. Et c'est pourquoi tout le monde veut aller en France. À Côte d'Ivoire, là, nous avons besoin d'un autre président qui viendra encore avec son style. Et puis, on va faire de grandes choses. Toi, tu as fait ton style. Tu as construit des routes. Voilà, peut-être que quelqu'un d'autre viendra. Il va miser sur les hôpitaux. De sorte à ce que personne n'aille en France pour se faire soigner. Peut-être que quelqu'un d'autre viendra pour faire l'enseignement, l'éducation. De sorte à ce que même la ministre de l'Éducation nationale ne vienne pas prendre des fautes dans tous ses courriers. Donc, on ne sait jamais. Laissez, moi si je viens, un jour, je vais mettre l'accent sur l'éducation. Pour que nos enfants ne pensent plus à la machette. Pour que nos enfants ne pensent plus aux agressions, à couper les routes, etc., etc. Voilà, il faut former la société de sorte à ce qu'on vive en paix. Voilà, de sorte à ce que, même quand ils disent à quelqu'un, tu es étranger, ils disent, non, 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 je ne suis pas étranger. Je me suis fait nationaliser. Donc, maintenant, j'ai mon passeport ivoirien. Je suis ivoirien, le frère. Ou bien, tu expliques, tu vas même dans l'histoire de ta famille. Pour dire, moi, je connais l'histoire de ma famille. Voilà, les parents étaient à Guibérois. Ils sont des allogènes. Ils ont migré, ils sont venus à Gagnois. Donc, aujourd'hui, quand on dit Yves Ayipo, tu es d'où? Je ne sais pas s'il faut dire de Gagnois. Parce que de Gagnois, on est de Konayo. Et puis, le grand-père est parti de Konayo. Il est venu s'installer à Gueyo. Bon, donc, est-ce qu'il faille dire que je suis de Gagnois ou bien de Guibérois? Mais bon, c'est Gueyo que je connais. Je n'ai jamais été à Konayo. Donc, voilà, c'est comme ça on explique. Mais vous n'expliquez pas, vous prenez frustration. Dès qu'on vous dit que tu es du Nord ou bien tu es étranger, vous êtes frustré. Oui, pourquoi il dit ça? Non, il faut expliquer. C'est peut-être par ignorance que nous le disons. Voilà. C'est comme vous êtes ignorant de ma vie. C'est pourquoi vous dites des choses. Mais j'accepte et je vous explique. Donc, il faut former les populations de sorte à ce que les ignorants gagnent en connaissance. Voilà. Donc, Alassane Ouattara doit partir. Toi, tu t'es focalisé sur les routes. Bravo. C'est fini. C'est fini pour toi. À partir d'octobre, là, tu dois nous dire au revoir. Si tu ne nous dis pas au revoir, je vais donner les 3 phases. Et c'est sur ça que je vais conclure. Parce que, comme je dis, je travaille beaucoup dans ma tête. Donc, j'ai beaucoup à dire. Voici les 3 phases qui vont conduire à la chute d'Alassane Ouattara. Actuellement, nous sommes dans la première phase. La première phase. Alors, la première phase, c'est donc ce que vous voyez. Non au 3e mandat. Je vais aller vite. Aujourd'hui, je ne pourrai pas trop en parler. Mais à ma prochaine vidéo, je vais en parler. Ça, c'est la première phase. Non à Ouattara, puis le chéri a arrêté, tous nos camarades sont arrêtés. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sera au niveau du Conseil constitutionnel. Au niveau du Conseil constitutionnel, Cuibé, non, c'est Cuibé, c'est la CEI, il s'appelle Kone Mamadou. Il viendra valider la candidature de Ouattara. Le Conseil constitutionnel viendra valider la candidature de Ouattara. Et là encore, il y aura des émeutes. Les Ivoiriens vont sortir pour dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux, etc. etc. C'est la deuxième phase de la chute de Ouattara. La troisième phase, ce sera les élections. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Mais le forcing de Ouattara, c'est à partir d'octobre, où ce sera la fin, où on sera obligé. Malheureusement, des gens aujourd'hui disent, mais pourquoi vous attendez la France? Pourquoi vous attendez la communauté internationale? Mais mon frère,
on marche, ils nous tuent. Donc, on fait ce qu'on peut. C'est la communauté internationale qui peut déléguer, qui peut envoyer des chars en Côte d'Ivoire pour les chasser. Donc, on doit se battre pour que d'ici octobre, la France de Macron envoie des chars pour chasser Ouattara comme ils ont chassé Gbagbo. Si tu ne peux pas faire ce calcul-là, moi, je suis désolé. Ce sont les réalités du terrain. Tu penses que nous, on aime les Français? Tu penses que moi, Yves Ayipo, j'aime les Français, j'aime la France politique? Je n'aime pas la France politique. C'est la France politique qui a enlevé Laurent Gbagbo. Mais si c'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont la force. Si eux, aujourd'hui, là, ils disent qu'eux, ils vont chasser Ouattara, là, personne ne peut les arrêter. Il leur suffit de donner un coup de fil à l'ONU pour dire que Ouattara tue ses populations, il faut qu'on intervienne pour la démocratie et la paix dans le monde. Et puis tout de suite, l'ONU va leur donner le quitus, ils arrivent, ils envoient l'armée, boum, ils chassent Ouattara. Mais vous voulez pas ça? Vous voulez que... Mais eux, ils s'en foutent. Vous sortez, ils vous tuent. Ah, c'est tout, c'est simple. Ils envoient, maintenant, ils ne veulent même pas, les supporters de Ouattara ne veulent pas se salir les mains. C'est pourquoi ils donnent l'argent à des microbes d'aller les attaquer. C'est plus facile. Sinon, est-ce qu'on peut pas les arrêter? Donc, nous sommes obligés de faire un travail auprès de la communauté internationale. Envoyer les vidéos, envoyer nos critiques, continuer de faire des vidéos, continuer à parler partout. Vous êtes allé devant les différentes ambassades, vous êtes allé devant, voilà, partout où vous allez en France, faites du bruit, aux États-Unis, faites du bruit. Et dans le même temps, nos camarades continuent de pousser en Côte d'Ivoire. Et puis, on prend le bilan, on envoie, on dit, bon, voilà ce qui se passe. Un jour, ils seront obligés de venir sauver les Ivoiriens. Ils seront obligés. Si ce n'est pas Donald Trump, ce sera Emmanuel Macron. Si ce n'est pas Emmanuel Macron, ce sera Angela Merkel. Si ce n'est pas Angela Merkel, ce sera l'ONU. Si ce n'est pas l'ONU, ce sera la CEDEAO. Ce sera quelqu'un. Quelqu'un viendra à notre secours. Donc on doit continuer. Mais on ne peut pas dire, ah, c'est là, ils nous ont fait ceci. C'est là, ils nous ont fait cela. Non, 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 non. Les gars, octobre, c'est le dernier délai. C'est le dernier. Si on a manqué ce virage, Ouattara est là jusqu'en 2025. Si on manque ça là, donc il faut miser le tout pour le tout. C'est pourquoi nous avons cessé, j'admets aujourd'hui, que nous avons cessé de tirer sur Soroguium. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans une période névralgique pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de tirer à gauche, à droite. Donc chacun fait son travail. Je ne dis pas que nous sommes en association avec Soroguium, mais je dis qu'il faut le laisser faire son travail. De son côté, il fait son travail. Ça peut compter. Nous, on fait notre travail. Ça compte. Ceux qui marchent dans les rues de Paris, ça compte. Et ceux qui envoient des courriers, ça compte. Les journalistes, ça compte. Tout compte. Les avocats, tout compte. Et c'est comme ça qu'on va chasser Ouattara. Si on ne fait pas, c'est ce que le RDR a fait. Pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, ils sont allés dire à la communauté, ils ont fait des films, ils ont fait des documentaires pour dire qu'on tue les gens du Nord. C'est comme ça qu'ils ont eu la sympathie de la communauté internationale. Ça a pris du temps. Ils ont fait un travail de communication. Mais c'était un travail de communication dans le mensonge. Mais nous, on doit faire un travail de communication dans la vérité. Et on va voir entre la vérité et le mensonge qui triomphe. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.